Je ne crois pas que beaucoup d'Allemands connaissent le nom de Pétain. Pour les Allemands en Allemagne, Pétain n'a jamais joué un rôle très important. Objectivement, il a joué un rôle important, notamment dans la Première Guerre mondiale, mais le souvenir de Pétain est très faible. Je crois que le sentiment général en Angleterre, chez ceux qui réfléchissent à ces questions, c'est que Pétain était un homme animé de bonnes intentions. Mais c'est un homme qui a été submergé par son destin et au moment des réelles difficultés, il n'a pas eu la capacité, le courage ou la détermination de faire que les choses changent. Mais chez certains auteurs britanniques, on dénote toutefois une certaine sympathie pour Pétain, voire une certaine pitié. L'histoire de Vichy pose les questions les plus fondamentales sur l'identité française, sur ce que signifie la France. Et ceux qui ont une impression positive de Vichy, eh bien, c'est lié à la Révolution française. C'étaient les adversaires de la Révolution française. C'étaient également les anti-Dreyfus. Vichy rassemble toutes ces divergences historiques. Henri Philippe Benoni Omer Pétain naît le 24 avril 1856 à Cauchy, à la Tour-en-Artois, une région frontalière du nord de la France. Peu de traces de l'enfance de Pétain. Quatrième enfant d'une famille de cultivateurs, à l'âge d'1 an, il perd sa mère, son père se remarie, 3 nouvelles naissances arrivent. Sa belle-mère néglige les enfants du premier lit et Pétain s'enferme dans le silence. Il ne parle pas avant l'âge de 3 ans. Pétain est élevé par ses grands-parents dans la religion. Il est influencé par les récits de guerre de son oncle prêtre qui a servi dans la grande armée de Napoléon. Mon cher neveu, je ne souhaite qu'une chose, c'est que toujours dans ma famille, il y ait des hommes qui portent la croix et l'épée. La guerre de 1870 impressionne Pétain qui a 15 ans. En pleine guerre, il décide d'être soldat. Pétain a 20 ans quand il passe les examens d'entrée de l'école spéciale militaire, où il est reçu 403e sur 412. Cheveux blonds, yeux gris, visage ovale, grand front, il mesure 1,74 m. Un maintien droit, une autorité naturelle qui fait qu'on le décrit comme grand. 2 ans plus tard, Pétain sort diplômé de Saint-Cyr. 5 ans sous-lieutenant, 7 ans lieutenant, 10 ans capitaine, 22 ans pour devenir officier supérieur. Il est décrit comme un officier distingué, froid et intelligent. Ensuite, il est 7 ans chef de bataillon et il devient lieutenant-colonel au bout de 3 ans parce que ses qualités d'instructeur et les théories qu'il a développées à l'école de guerre l'ont fait remarquer. Foch le note très bien et demande qu'il soit promu lieutenant-colonel. Mais là, son prénom était Marie-Louise, et c'était une jeune femme de bonne famille. Les parents ne voulaient pas qu'elle épouse un militaire de rang moyen. Et lui était embarrassé par le refus de cette famille, et d'autre part, il avait une vocation militaire, il voulait être soldat. Donc il a été pris entre ce refus d'un côté et sa volonté d'être au service de la France. Et du coup, il a vu Mella se marier, et puis il a eu des maîtresses. C'est un homme à femme, mais c'est aussi un homme de bordel. Il fait partie d'un type d'homme très fréquent au XIXe siècle et sous la Troisième République, qui trouve une forme de liberté dans le bordel qu'il ne peut pas trouver dans la vie quotidienne, dans la façade sociale qu'il doit tenir, et qui était infiniment plus rigide pour un homme qu'aujourd'hui, et particulièrement pour un militaire. Pendant l'affaire Dreyfus, Pétain reste silencieux, de peur de mettre en péril sa carrière. Dans l'ensemble, il reste très discret et ne s'occupe pas de la vie politique. Avant la Grande Guerre, Pétain est un officier très ordinaire de l'infanterie française. Le fait de ne pas être issu ni de la bourgeoisie, ni de l'aristocratie régionale ou nationale, font qu'il a un certain libre parler, une libre pensée, n'hésitant pas,
Parce qu'il n'a pas d'avenir dans un système qui est très balisé à aller contre les courants dominants. En 1901, professeur adjoint à l'École supérieure de guerre, Pétain se distingue avec des idées originales pour l'époque. Faites-vous tuer s'il le faut, mais si vous pouvez remplir votre devoir tout en restant en vie, j'aime mieux cela. À l'époque, dominaient des conceptions héritées du 19e siècle, comme Bonaparte l'avait fait, la vitesse, la surprise, attaquons. Or, Pétain juge qu'avec le perfectionnement des armes qu'il y a eu depuis le 19e siècle, cette doctrine n'a plus de sens, parce qu'on se fait massacrer. D'où les deux expressions qu'il utilise plusieurs fois, en parlant de Foch, attaquons, attaquons, con comme la lune. Et deuxièmement, rester dans son trou quand la mitraille frappe. Il est un colonel qui est sur le point de prendre sa retraite. Dans tout corps social organisé, lorsqu'on dépasse les limites prévues par le corps central, eh bien, on n'a pas d'avenir. Donc il n'avait pas d'avenir avant la Première Guerre mondiale. Le 1er août 1914, la France décrète la mobilisation générale. Philippe Pétain a 58 ans. Le 3 août, l'Empire allemand déclare la guerre. Pendant que les Français s'organisent, les Allemands envahissent la Belgique. La guerre de 14-18 n'a pas de cause unique, ni même de véritable cause permettant de comprendre un conflit dont la violence est sans précédent. Pétain est à la tête de la 4e brigade d'infanterie où il se distingue sur le front. Il est nommé général de brigade et participe avec éclat à la bataille de la Marne. Ce qui est intéressant chez Pétain, c'est son pessimisme. Il envisage constamment la défaite, que la défaite est toujours à son horizon d'attente, et qu'il ne s'agit pas de se payer de mots en disant chacun devra rester sur place et se faire tuer plutôt que de reculer. Pour moi, ce n'est pas un pessimisme, c'est un réalisme. C'est simplement, il voit ce qui se passe. Dès 14, c'est lui qui comprend parmi les premiers l'importance qu'il y a à organiser la guerre différemment de celle qui est conduite et qui a été conduite en août, septembre, octobre, décembre 1914, au cours de laquelle, je le rappelle, les pertes de l'armée française dépassent les 300 000 hommes. Alors, côté français, on avait une idée tout à fait fausse de ce que les Allemands s'apprêtaient à faire. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la catastrophe initiale de la Première Guerre mondiale. C'est que ce que l'on pouvait savoir, on ne l'a pas pris au sérieux. Depuis novembre 1914, les fronts sont figés et les attaques en Champagne, en Artois en 1915 ont connu un échec sanglant. Dans les deux offensives où il commande en mai 15 pour l'Artois, en septembre 15 pour la Champagne, Pétain comprend que dans les conditions où on l'amène, les offensives dans les grandes positions ne peuvent pas l'emporter. Et les textes qu'écrit Pétain après la bataille d'Artois, de mai 15 en particulier, sont extraordinairement lucides sur ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire tout simplement une mutation du modèle occidental de la guerre. La percée n'est pas le but, mais le moyen d'arriver à livrer bataille en rase campagne, en attaquant l'ennemi sur l'un des flancs ou sur les deux flancs formés par le recul d'une partie du front. Pour mener à bien cette tâche, il faut des effectifs, des canons, des munitions, des engins explosifs en plus grand nombre que l'ennemi.
L'effort à faire est immense, la dépense colossale. Nous ne devons pas craindre de regarder en face les difficultés. Ce que les Allemands remarquent, c'est que les Français se livrent à une extrême résistance. Les Français se battent mètre après mètre. Pour les Français, Verdun devient un test de cette résistance. Nous ne reculerons pas. C'est la position française. Mais personne n'imagine que cela correspond à une véritable stratégie défensive. À Verdun, ils n'ont pas d'autre choix que de se défendre, de parer au plus pressé, parce qu'on a affaire à une violente offensive allemande. Le général Pétain, commandant la 6e division d'infanterie, a par son exemple, sa ténacité, son calme au feu, son incessante prévoyance, sa constante intervention aux moments difficiles, obtenu de sa division pendant 14 jours consécutifs à la bataille de Reims un magnifique effort, résistant à des attaques répétées de jour et de nuit, repoussant victorieusement une attaque furieuse de l'ennemi. Que Pétain se voit confier le commandement de Verdun en février 1916, les Allemands ne le savent même pas. Pétain conserve plus de 4500 lettres reçues pendant la Grande Guerre. Des femmes lui écrivent plusieurs centaines de lettres pour la seule période de Verdun. Il sépare la correspondance de sa future femme Eugénie Ardon des autres lettres amoureuses. L'une des femmes écrit que ses amis s'arrachent les enveloppes écrites de sa main car ce sont des objets extrêmement précieux. Des lettres d'infirmières font référence à des épisodes intimes qui évoquent une rencontre qui a eu lieu quelques semaines auparavant. La difficulté de s'arracher à la présence du général Pétain, qu'elles avaient pu rencontrer quelques instants. Hélène, Lily, anonyme, Marie, anonyme, Henriette, André, Geneviève, Marthe. Je voudrais bien être près de toi aux instants de la chair de poule. Je suis sûre qu'elle se terminerait par le chant du coq. Il paraît qu'à la vitesse actuelle, les Alliés mettront 700 ans pour repousser les Boches chez eux. Charmante perspective. Il faut donc plus espérer qu'en Saint-Pierre pour nous revoir. Comme je voudrais être dans tes bras, mon chéri, et sentir venir le délicieux abandon. Toi, tu es un vilain chiffon, et si je te tenais dans mes bras, tu y passerais un mauvais quart d'heure. Tu me demandes de t'écrire des choses tendres. Il faut me dire d'abord si d'autres t'en écrivent. S'il y a concurrence, je sais que votre tactique avec les femmes est de les éprouver, et que si elles cèdent, vous abandonnez la partie. Alors je connais le secret pour vous intéresser longtemps. Mon cher amour, quelle joie de te voir répéter que tu m'aimes de la même tendresse, même si le temps et l'épreuve et l'éloignement ne diminuent pas. Te souviens-tu du choc de notre rencontre et de l'affolement de nos premiers contacts? La jalousie assaille mon esprit. Je vois une très jolie femme auprès de toi. Tu la regardes avec tendresse. Marie-Louise, Mella, sa maîtresse, qu'il a connue et suivie toute sa vie, qu'il aurait voulu épouser quand il était jeune. Mon aimé chéri, où te trouves-tu? Es-tu toujours dans la lutte acharnée autour de Verdun? Je suis anxieuse, je voudrais tant de tes nouvelles. Mon amour, quand me reviendras-tu? C'était si bon de t'avoir un peu à moi l'autre jour, et je garde un souvenir inoubliable et très doux des heures passées ensemble. Je pense, je vis avec toi, et je désire tes caresses. C'est écrit le 2 mars 1916, très peu de temps après la nomination de Pétain dans le secteur de Verdun. Quand Pétain est désigné pour prendre son commandement, en fait, il n'est pas à son domicile. Il est dans un hôtel, gare du Nord à Paris, avec une femme.
En 1916, lorsque la défense française à Verdun se passait très mal, on l'a appelé pour prendre le commandement, ce qu'il a fait avec compétence. C'était un exploit logistique, son système de noria, l'organisation des transports le long de ce qui allait devenir la voie sacrée. C'est quelque chose de remarquable. Je n'y vois pas, malgré tout, un coup de génie stratégique. Toute l'armée française va passer par le champ de bataille de Verdun, et là, eh bien, l'image de Pétain va être connue par toute l'armée française, parce que toute l'armée française, par wagons, par trains successifs, passe entre ses mains. Le général Nivelle prend la tête des armées françaises pour la grande offensive du chemin des Dames et promet une victoire rapide. L'offensive commence le 16 avril 1917 par la tentative de rompre le front allemand. À mesure que la guerre s'est prolongée en 1916, 1917, il s'est opposé à la stratégie offensive, ce qu'on a appelé aussi l'offensive à outrance, et notamment à la stratégie de Robert Nivelle au chemin des Dames. Pétain était très clair là-dessus. Il n'empêche qu'il faisait partie de l'état-major français. Il a exprimé son opposition en interne, mais après l'échec de l'offensive, avant le début des mutineries, on a appelé Pétain pour redresser la situation. Le grand mythe de Pétain, c'est qu'on l'a appelé pour réparer une ruine provoquée par d'autres. La bataille du chemin des Dames est un échec. Les Alliés perdent 350 000 hommes. Nommé général en chef, Pétain remplace Nivelle en catastrophe. Le moral des soldats dans les tranchées est au plus bas. Des mutineries éclatent dans les 2/3 de l'armée française. Chargé de la répression, Pétain l'amène avec modération. 3 à 4 000 soldats et quelques officiers passent devant un conseil de guerre. 550 mutins sont condamnés à mort et seulement 49 sont exécutés. Il impose ses solutions très difficilement. Ça se voit très bien au moment des mutineries, où Pétain, au fond, évite la catastrophe à l'armée française, mais une catastrophe interne, en quelque sorte, qui aurait pu s'étendre à l'ensemble de l'armée et finir par être connu de l'adversaire. Pétain a une approche absolument originale par rapport à tous les chefs militaires. Un homme de sa formation ne croit pas du tout à la subversion, par exemple. Tous les chefs militaires de haut rang à ce moment-là sont persuadés que la crise des mutineries est liée à la subversion. Les rouges à l'intérieur, les socialistes, les syndicalistes, l'exemple russe depuis la révolution de mars. Et Pétain est le seul vraiment, à comprendre que c'est pas ça du tout dont il s'agit. Il comprend parfaitement que ce dont les soldats ont besoin, c'est de respectabilité, que c'est une question d'identité. Il envoie le message de manière extrêmement claire, très bien, les transports vers les permissions sera différent, la nourriture c'est différent, l'organisation des repos c'est différent, système de récompense différent. C'est vraiment un travail symbolique qu'il effectue, tout en leur donnant l'assurance que désormais la conduite de la guerre va être différente. Et c'est une véritable renégociation du contrat. Et ce qui est frappant, c'est que le mouvement des mutineries recule en gravité, en nombre d'incidents, avant que la répression ne s'abatte sur les soldats. La révolution d'octobre 1917 en Russie, la signature de la paix en mars 1918 avec les bolcheviks font basculer dans un premier temps l'équilibre de la guerre au profit de l'Allemagne, qui lance une série d'offensives entre mars et juillet. Les divergences s'accusent au sein de l'état-major français. Foch envisage une tactique de contre-offensive, Pétain préfère consolider le front pour éviter sa rupture. En fait, il compte sur les Américains. Pétain a 62 ans. Le ministre de la Guerre l'informe qu'il est maintenu exceptionnellement en activité au-delà de la limite d'âge. Les États-Unis entrent en guerre en avril 1917.
Foch et Pétain font des erreurs et connaissent des échecs. Leur démission est réclamée au Parlement, mais Clémenceau les soutient. Plusieurs mois sont nécessaires aux Alliés pour s'imposer dans la guerre. Pétain, ce qu'il amène d'absolument nouveau, c'est le fait que le terrain n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de gagner la bataille. C'est la fameuse directive numéro 4, quand il a la certitude que les Allemands sont en train de basculer toutes leurs forces du front Est vers le front Ouest, qu'il va avoir sur les bras, avant que les forces américaines n'entrent en ligne, une armée allemande bénéficiant d'une supériorité numérique écrasante. Donc, il faut se battre sur la deuxième position. C'est la notion du champ de bataille d'armée. On laisse que des rideaux de troupes sur les premières lignes. On recule tout ce qu'il faut reculer. Ce qui compte, c'est de battre l'ennemi plus loin. C'est une révolution conceptuelle. Ça provoque chez ses subordonnés, c'est-à-dire les différents généraux d'armée, un scandale. Il faudra plusieurs mois pour que Pétain finisse par imposer réellement, concrètement ses vues. Il ne l'impose réellement qu'en juillet 18. Pétain commande l'armée française. Donc Pétain a sous ses ordres directs plusieurs millions d'hommes. Foch doit coordonner les armées alliées. Il a politiquement la capacité de commandement, mais il ne peut pas commander s'il n'a pas l'adhésion de Pershing, de Haig, du roi des Belges et de Pétain. Il y a une relation politico-militaire qui est bonne, positive, assez amicale, peut-être parce que Pétain accepte naturellement d'être soumis à Clémenceau, qui se fait entre les deux, et des relations, dirons, plus tendues qui existent, très fortes, entre Clémenceau et Foch d'une part, entre Pétain et Foch d'autre part. Ce sont des hommes qui assument des responsabilités gigantesques à l'échelle de la France du temps, mais qui aussi se querellent entre eux. Il y a cette célèbre scène où Pétain prend Poincaré à part. Il montre du doigt le général britannique Haig et il dit « Voilà un commandant qui devra déposer les armes en terrain découvert. Et moi, Pétain, je devrais me rendre peu de temps après lui. » Les autres sont là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Foch arrive à ce moment-là. Foch était très dynamique, très énergique, très actif, et Foch s'en prend à Pétain. Pourquoi est-ce que vous ne vous battez pas? Moi, je me battrai à Amiens, devant Amiens, derrière Amiens. Je me battrai tout le temps. Et c'est peut-être Clémenceau qui a dit « Nous devons choisir entre l'homme sain d'esprit et l'homme fou. » Eh bien, suivons le fou, parce qu'au moins, si nous mourrons, nous le ferons le fusil à la main. Pétain était sain d'esprit et raisonnable, mais il n'avait aucun plan pour gagner la guerre. Alors que Foch, même s'il était fou, avait un plan pour gagner la guerre. Il y avait également cette image de Pétain, celle d'un homme raisonnable, stable, solide, une image qui convenait en 1917, mais qui n'était plus suffisante pour accéder au commandement allié suprême en 1918. Lorsque les derniers jours de la guerre arrivent, toutes les discussions qui ont lieu, politiques ou militaires, dans le camp des Alliés, convergent vers une seule issue de la guerre. Nous cesserons la guerre dès que les Allemands décideront de demander l'arrêt des hostilités. Trop de sang a déjà coulé, 1 400 000 morts presque. La demande d'armistice le 4 octobre 1918 ne met pas fin aux différends. Pétain préconise une ultime offensive en territoire allemand pour porter le coup de grâce à l'ennemi. Il veut en quelque sorte sa victoire dont il sera privé le 11 novembre par la signature de l'armistice. Foch veut signer l'armistice, le gouvernement veut signer l'armistice, tout le monde veut signer l'armistice, mais pas Pétain. Ce que Pétain voulait infliger à l'armée allemande, et en fait, à travers l'armée allemande, à l'opinion allemande, c'était au fond un véritable effondrement du front, une rupture du front, avec une énorme bataille d'encerclement qui aurait fait sentir à l'Allemagne sa défaite. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on avait des doutes sur les chances de succès d'une telle opération. Des doutes au sein même de l'armée française, mais aussi chez les Britanniques. Même en novembre 1918, on se demandait si une telle offensive en Alsace-Lorraine pouvait réussir.
D'autre part, le succès n'était pas concevable sans les Américains. Et cela avait forcément un coût politique très élevé. Chaque jour de plus dans la guerre, la position des Américains s'est renforcée. Et plus les Américains ont été responsables du gain de la guerre, plus la position française devenait difficile à la table des négociations. Et puis, il y a le problème tout à fait sérieux des Alliés qui entreraient en Allemagne avec les Américains en tête. Quelles conséquences cela aurait eu pour la paix? La France ne voulait pas se retrouver comme un simple auxiliaire des Américains, car cela aurait eu de très sérieuses conséquences politiques. Donc, peut-être que Pétain a été contre l'armistice. On n'est pas sûr qu'à cette époque, sa position aurait été très sage. Le 11 novembre, Pétain pleure. D'amertume, de colère, d'envie, de jalousie. Il va haïr Foch et Weygand toute sa vie. Tout ce que l'on sait à travers les témoignages, etc., il y a quelqu'un d'extraordinairement retenu, extraordinairement impassible. Et donc c'est très difficile de savoir ce qu'il pouvait éprouver vraiment. En tout cas, une certaine angoisse, c'est indiscutable. Une angoisse de la défaite. Et tout à fait à la fin de la guerre, l'angoisse de la victoire volée. Soldats de France, voici les jours magnifiques que je vous ai souvent promis. Pendant le temps de la grande épreuve, pendant que vous faisiez de vos corps un rempart à Verdun, je vous criais « On les aura ». Comment aurais-je pu désespérer, puisque vous étiez là, vous, mes soldats? Je vous ai vu combattre avec une bravoure sublime et un dévouement inlassable. Ce n'est jamais en vain que j'ai fait appel à votre esprit de sacrifice. Les générations futures vous admireront à l'égal des héros qui depuis des siècles ont honoré la France. Et moi, pensant à ceux d'entre vous qui sont morts pour la patrie et que nous pleurons, pensant à vous qui survivez, glorieux et que je n'oublierai jamais, je vous dis plein d'orgueil et de reconnaissance, mes grands soldats, je suis fier de vous. Pétain est élevé à la dignité de maréchal de France, la plus haute distinction militaire. Il reçoit son bâton le 8 décembre à Metz. Pétain écrit à Nini, Eugénie Ardon, sa maîtresse, qu'il est convoqué par le gouvernement pour assister le 28 juin 1919 à la signature du traité de Versailles. Foch n'y assiste pas. Le traité règle le sort de l'Allemagne, reconnue comme seule responsable d'une guerre d'agression. Il comprend des clauses territoriales, politiques et militaires, financières et judiciaires. Il évoque pour la première fois la possibilité de juger des crimes de guerre. Loin de mettre un terme définitif à la guerre entre les nations européennes, le traité porte les germes d'un nouveau conflit, même si l'espoir d'une paix durable après 1919 est réel. Après-guerre, le mari de Mella est mort. Il a voulu abandonner Eugénie, qui était sa maîtresse. Quand Pétain lui a dit en 1920 et quelques « Je vais te quitter », elle lui dit « Si tu me quittes, je te flingue ». Et elle sort un revolver du tiroir de leur chambre. Et c'était un amour physique, un amour réel, mais disons que l'amour de sa vie, c'était l'autre. Et lui, il rédige une petite lettre où il lui dit « Écoute, je ne peux pas t'expliquer, mais c'est bien plus possible et tout ». Et Mella lui aurait dit « Philippe, vous n'êtes qu'un lièvre ». Pétain est élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il a acquis une immense notoriété
et reçoit les honneurs de tous les pays alliés. Son image est connue dans le monde entier. À 64 ans, Pétain n'est toujours pas marié. Il épouse en 1920 Eugénie Ardon, âgée de 42 ans, divorcée d'un premier mariage. L'été 1925, Pétain a 70 ans. Il est appelé par le gouvernement Painlevé pour mater la rébellion qui s'étend dans le Rif marocain depuis 1921. Pétain a repéré le jeune de Gaulle comme un homme de talent, et il va en faire son aide de camp, et ça va être une grande relation d'amour entre ces deux hommes. Sauf que de Gaulle va juger très sévèrement son chef lorsque Pétain accepte de remplacer au Maroc Lyautey qui avait été dégommé. Il juge que c'est indigne d'un maréchal de remplacer un autre maréchal. Et il rompt avec lui en jugeant que pour avoir un job, un poste, un honneur, maintenant Pétain n'est plus qu'un vieil homme, il est prêt à n'importe quelle bassesse. La révolte, conduite par le chef berbère Mohamed Abdelkrim El-Khattabi, menace le Maroc, qui est une pièce maîtresse du dispositif colonial. En moins d'1 an, Pétain renverse la situation. D'une grande violence, la guerre du Rif annonce les guerres coloniales d'après 1945. Elle porte Pétain à l'apogée de son prestige et le confirme dans le sentiment d'être un homme providentiel. Cette période prépare sans doute le début d'une évolution vers des conceptions politiques plus autoritaires. Ce qui se passe, c'est que tous les autres grands militaires meurent. Foch meurt, Joffre finit par mourir, Fayolle meurt, Franchet l'Espéré est toujours en vie, mais il est âgé. Mangin, lui, est mort en 23 ou en 24. Tous les autres grands militaires sont morts. Et Pétain est toujours là et reste une figure majeure sur la scène. Pétain a du temps. Et donc il va pouvoir cultiver son image. Et petit à petit, son image va s'asseoir dans la société française à travers celle du grand-père qui, de très loin, surveille sa grande famille en prenant du recul, du retrait face aux événements. Et de temps en temps, il ne parle même pas, il laisse parler les autres et laisse supposer que ce qui a été dit le concernant correspond à ce qu'éventuellement il pense. Mais il ne dit jamais ce qu'il pense. L'autorité du maréchal Pétain est très ancrée tant dans la société civile que militaire. Il est élu membre de l'Académie française en 1929. Il succède au fauteuil occupé par le maréchal Foch. Paul Valéry prononce son discours de réception avec honneur. Le colonel Charles de Gaulle a dédié au maréchal Pétain 2 ouvrages à caractère militaire. Cet essai, Monsieur le Maréchal, ne saurait être dédié qu'à vous, car rien ne montre mieux que votre gloire quelle vertu l'action peut tirer des lumières de la pensée. À 75 ans, le 9 février 1931, Pétain est remplacé par le général Weygand au poste de vice-président du Conseil supérieur de la guerre. À partir du moment où Pétain quitte le devant de la scène en n'étant plus le généralissime désigné, il va toujours réussir, jusqu'à devenir ministre en 1934, à occuper une fonction politico-militaire. Il reste très actif parce qu'il le souhaite, il y a toujours cette envie profonde qui l'anime de toujours aller vers ce sommet qu'il n'a pas atteint en définitive en 1918. Il y a aussi cet appel des politiques qui voient en lui une forme de sauveur permanent et à la fois de maréchal qui se soumet toujours aux politiques. Pétain est reçu avec honneur par les autorités américaines en 1931. Invité par Pershing, il participe à des soirées en présence également de Pierre Laval, à l'époque ministre de l'Intérieur, plusieurs fois président du Conseil, élu homme de l'année par le Time Magazine.
Le maréchal Pétain jouissait d'une très bonne réputation aux États-Unis. Dans les années 20 et dans les années 30, les principaux élèves officiers du War College américain, les meilleurs officiers de chaque classe, étaient envoyés à l'école de guerre de Paris, où Pétain était la figure de référence. D'ailleurs, le général Pershing, qui commandait les forces américaines, avait beaucoup de respect pour Pétain. La montée du fascisme en Italie dans les années 20 et celle du nazisme en Allemagne dès 1933 naissent de la conviction que la Grande Guerre a créé une génération d'êtres humains supérieurs. Une nouvelle classe dirigeante doit engendrer une révolution régénératrice dans des États considérés comme décadents, convaincus que l'expérience démocratique et libérale a corrompu ces pays. Pour le public allemand, il y a un souvenir qui dit que l'accession au pouvoir d'Hitler a un rapport avec la guerre perdue, c'est-à-dire avec la Première Guerre mondiale perdue. Ce que j'ai remarqué, c'est que assez tôt, Pétain met en garde contre la dynamique du réarmement allemand. Et ça, c'est assez inhabituel. Parce que la thèse de la ligne Maginot est dominante en France. Et c'est cela le grand problème. C'est parce que la France s'est retrouvée exsangue après la Première Guerre mondiale qu'on s'est dit que la ligne Maginot et les 5 milliards de francs qu'on y a consacrés, c'est beaucoup d'argent, contrairement à aujourd'hui, que cette ligne Maginot permettrait vraiment de se protéger. La ligne Painlevé-Maginot est accaparée par l'opinion publique française, qui est pacifiste dans l'entre-deux-guerres, parce que trop de sang versé ne donne plus envie de faire la guerre, même au plus va-t-en-guerre, en fait. Et donc, la ligne Maginot, qui, au départ, a une mission normale dans le cadre d'une guerre dans laquelle on manœuvre, devient petit à petit le symbole d'une France et d'une armée française qui se replie et se recroqueville derrière sa muraille, en attendant peut-être une nouvelle fois les chars et les Américains. La France est touchée par la Grande Dépression de 1929 aux États-Unis. La crise est celle du système économique et financier mondial, avec son cortège de faillites, d'explosion du chômage, d'accroissement de la misère. C'est aussi une crise morale, une crise des valeurs qui fragilise les démocraties. En France, un sentiment de déclin domine. La baisse de son influence internationale, la faiblesse du modèle républicain fragilisent le pays. Le pouvoir se révèle incapable d'apporter des solutions. Une très forte instabilité ministérielle, 6 gouvernements entre mai 1932 et février 1934 contribuent à alimenter le rejet du parlementarisme. Une série de scandales politiques et financiers interrogent l'opinion publique. La presse se déchaîne. L'extrême droite voit l'occasion de renverser le pouvoir en place. Le 6 février 1934, elle organise une grande manifestation qui tourne à l'émeute. 3 jours après, sous la pression, Édouard Daladier cède sa place à Gaston Doumergue. Il nomme Pétain ministre de la guerre. Pétain voit s'ouvrir devant lui un espace politique. Pétain accepte et devient un homme politique de premier plan en 1934, à la suite de la menace qui a pesé sur non seulement la République, avec le 6 février 1934, qui est un signe que cette République n'est pas aussi installée et aussi stable qu'on veut bien le dire, mais qui est l'apparition en France, dans le système politique et idéologique français, d'une fracture qui existe à l'échelle de l'Europe.
Il y avait un mouvement vaguement anti-parlementaire qui intéressait Pétain. C'était le redressement français. C'était un groupe d'hommes d'affaires, de juristes, de spécialistes en sciences politiques, mais surtout de chefs d'entreprise qui voulaient réformer les structures politiques françaises. Et le maréchal Pétain était actif dans ce groupe. C'était un mouvement anti-parlementaire puisqu'il voulait un exécutif fort. Mais De Gaulle également voulait un exécutif fort. Tout le monde voulait un exécutif fort. Fin 1934, le gouvernement est renversé. Pétain quitte le ministère de la Guerre. Il jouit à 78 ans d'une très grande popularité, notamment dans les milieux d'extrême droite. Le Petit Journal a organisé un concours auprès de ses lecteurs au cours de l'hiver 1934-1935 et leur a demandé qui ils souhaiteraient avoir comme dictateur en cas d'urgence. Et Pétain est arrivé loin devant les autres candidats possibles. Les Français, les lecteurs du Petit Journal, un quotidien plutôt à droite et très populaire, voient en Pétain l'homme qui pourrait sauver la France si celle-ci avait besoin d'un dictateur. Et tout ceci avant même l'élection du Front populaire. Pétain faisait déjà des discours disant que la France avait gagné la guerre, mais allait perdre la paix parce que les gens ne travaillaient pas assez, buvaient trop l'apéritif, n'avaient pas assez d'enfants, qu'ils avaient des instituteurs communistes. Et donc, il commence à construire un discours selon lequel le pays va dans la mauvaise direction, qu'il faut renforcer sa fibre intellectuelle, mais surtout sa fibre morale, si la France veut survivre. En 1937-38, il n'y a pratiquement plus de société démocratique en Europe. Pétain pense que le système civil, démocratique, parlementaire n'est plus du tout adapté aux sociétés industrielles modernes très structurées. Et c'est à travers ces catégories qu'il considère non seulement l'ascension du fascisme, mais également l'ascension de plusieurs variantes de sociétés autoritaires. En Pologne, en Grèce, avec des genres très différents, ou bien des dictatures monarchiques dans le sud-est de l'Europe, ou encore, ce qui est très important du point de vue français, le franquisme en Espagne, l'ascension de Salazar au Portugal. Édouard Daladier remplace Léon Blum en 1938. Il rompt avec un certain nombre de réformes sociales du Front populaire et déplace le centre de gravité politique vers la droite. Le gouvernement Daladier-Reynaud va relayer en quelque sorte la xénophobie ambiante dans la société française. C'est un moment important parce que la crise d'identité nationale est très profonde. On a une perte des repères héritée de la Révolution française, une perte des repères républicains aussi. On n'a plus le sens du collectif, c'est le repli sur soi, c'est la rétractation de l'individu autour de son itinéraire individuel propre. C'est le moment de la peur de l'autre, de la peur de la guerre qui vient, de la peur de l'étranger, de la peur du communiste, de la peur du juif. On a une forme de délitement de l'identité nationale et sociale. L'antisémitisme était très répandu en France dans les années 30. De ce point de vue-là, le maréchal Pétain ne s'est pas fait remarquer. Il avait une maison dans le Var avec des voisins américains et dans leurs échanges de correspondance, on se plaignait des Juifs. C'était un antisémitisme privé. Pour Pétain, l'antisémitisme faisait partie du contexte général. En tout cas, il n'en parlait pas publiquement. La signature des accords de Munich en 1938 confirme l'impuissance des Français et des Anglais à freiner les ambitions nazies. Ces accords suscitent un violent débat en France. Du côté de ceux qui sont opposés à tout compromis avec Hitler, on trouve des gens de la droite conservatrice et nationaliste, hostiles par tradition à l'Allemagne, mais également des socialistes et des communistes. Du côté des Munichois, on trouve des pacifistes de gauche, hostiles par principe à la guerre, des néo-pacifistes venus de la droite et de l'extrême droite, convaincus qu'une guerre avec l'Allemagne nazie détruira le seul rempart contre la menace bolchevique, mais aussi des pacifistes de circonstance,
convaincu que la France ne peut en l'état gagner une guerre. C'est la position de Pétain. Pétain est nommé ambassadeur de France en Espagne en mars 1939. Léon Blum réagit. Le plus noble, le plus humain de nos chefs militaires n'a pas sa place auprès du maréchal Franco. De Madrid, Pétain se tient informé de la situation du gouvernement face aux tensions en Europe. Il essaye par 2 fois d'être rappelé d'Espagne. Il fait valoir que sa mission est terminée. Aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne, on considérait que la guerre contre l'Allemagne n'avait pas commencé en septembre 1939. Et on avait également espéré trouver un accord avec l'Allemagne. Mais comme la Pologne, qui était l'allié le plus proche de la France, avait été agressée, envahie, les Français n'avaient finalement plus d'alternative. Cela montre que la partie française abordait cette guerre de façon beaucoup plus hésitante que la Première Guerre mondiale. Et la France n'était pas non plus assez préparée. Le gros problème de la France, de ses gouvernements et de ses militaires pendant toute l'entre-deux-guerres, c'est que la France ne s'est pas relevée de sa défaite de 1918. Dans l'opinion publique, tout ce qui concourt à faire une guerre offensive est perçu comme étant belliciste, et tout ce qui concourt à mener une guerre défensive est considéré comme étant pacifiste, donc correspondant au sentiment de la France profonde. Le 3 septembre 1939, Édouard Daladier déclare la guerre à l'Allemagne qui vient d'envahir la Pologne. Il prend contact avec Pétain pour savoir s'il serait prêt à entrer dans son gouvernement. Pétain réfléchit, puis décline la proposition. Édouard Daladier doit démissionner le 20 mars 1940. L'arrivée de Paul Reynaud à la tête du gouvernement donne l'espoir à Pétain de tenir un rôle politique. L'attaque allemande du 10 mai accélère la tension. Le front est percé à Sedan. Le gouvernement plonge dans une crise grave. Les événements avancent avec une rapidité stupéfiante. Le système politique s'effondre. Le 16 mai, devant la déroute, Paul Reynaud appelle Pétain pour le nommer vice-président du Conseil. Il pense ainsi rassurer les Français. Pétain quitte immédiatement l'Espagne et dit en saluant Franco « On va mettre fin à 30 ans de marxisme ». Paul Reynaud n'a pas pris la mesure de l'ambition politique de Pétain. Appelé pour relancer la lutte, Pétain manœuvre pour faire cesser le combat. Il y a une chose qui est intéressante quand on parle de 1940, c'est cette tentative quasi désespérée de revivre la Première Guerre mondiale. C'est très curieux parce que beaucoup de choses se sont mal passées pour la France à ce moment-là. Le premier commandant en 1940 était Gamelin, qui était le chef d'état-major de Joffre. Le deuxième a été Weygand, qui a été chef d'état-major de Foch. À eux deux, ils ont perdu la bataille de France. Et finalement, à qui est-ce que la France s'adresse? C'est à Pétain, la grande figure de la Première Guerre mondiale, qui est toujours là.
Il pense qu'il peut avoir un rôle. Et je pense que son option, c'est de dire il est encore possible d'arrêter la guerre. Arrêter la guerre, c'est-à-dire une paix armée avec l'Allemagne. Au fond, ça veut dire que lorsque l'Allemagne envahit la France en juin 1940, il adopte le point de vue de Hitler. C'est-à-dire, il dit, oui, l'Allemagne a eu au fond raison d'envahir la France, d'attaquer la France, puisque c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. Et donc c'est la France qui s'est retrouvée dans cette situation qu'on a essayé d'éviter pendant 20 ans. Que la France soit précisément l'agresseur. C'est là la fracture. Là, je pense que la fracture, il y a une fracture majeure qui va s'exprimer lorsque Pétain va être la solution parce que la France a perdu. Tant que la France n'a pas perdu, il ne peut pas être une solution. Lorsque Churchill vient en France autour du 11 juin pour rencontrer le Conseil supérieur de guerre à Tours, il essaie d'instiller de l'énergie aux Français, qu'ils continuent de se battre. Et il voit en Pétain un autre homme que l'homme de Verdun. Pétain a l'air fatigué, défaitiste. Et ce que Churchill n'a pas compris, c'était pourquoi le Pétain de 1918 ne pouvait pas de nouveau montrer la même combativité en 1940. Nous avons le texte du discours qu'il a prononcé le 13 juin 1940. Le gouvernement français a quitté Paris et est en train de séjourner dans des châteaux de la Loire avec beaucoup de difficultés. Les communications téléphoniques sont mauvaises, les routes sont encombrées. Il y a une sorte de réunion du gouvernement et peut-être que Churchill va venir. Et Pétain dit « On ne peut pas recommencer une nouvelle fois à se faire saigner à blanc ». L'avance des troupes allemandes, la panique face aux attaques contre les populations civiles, les rumeurs de guerre qui ravivent les souvenirs de 14-18 sèment une grande peur. 8 millions de personnes s'enfuient sur les routes. Lorsqu'on arrive à Bordeaux, Paul Reynaud ne sait plus quel comportement avoir parce que dans son gouvernement, toute une partie critique le temps qu'il met à demander l'armistice. Il y a ceux qui le poussent à aller en Afrique du Nord, il y a ceux qui jugent qu'il faut tout de suite négocier, il y a ceux qui jugent qu'il faudrait que quelques-uns d'entre nous qui se fassent tuer pour revigorer le moral de la République. Paul Reynaud pense que c'est lui, Pétain, républicain, qu'il a appelé le gouvernement, qui n'est pas suspect d'être un homme de droite comme Weygand, qui peut prendre le bâton. Et il lui confie le bâton. Et à peine il lui confie le bâton que Pétain, dans sa poche, a déjà un ministère tout prêt. Le 16 juin, le président de la République, Albert Lebrun, l'appelle pour former un nouveau gouvernement. Le jour même, Pétain interroge les Allemands pour les conditions éventuelles d'un armistice. Dès lors qu'on commence à accepter l'idée qu'il faut mettre un terme à la guerre, la question c'est comment ? Et là, il y a deux choix, capitulation militaire ou un armistice. C'est quand même le président du Conseil, dans un premier temps, qui demande à Weygand et à Pétain d'accepter une capitulation, ce qu'ils refusent. C'est ce qu'on appelle la rupture du pacte républicain. Les officiers supérieurs français désobéissent au pouvoir politique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? L'armée n'est pas responsable de la défaite. L'armistice a été signé par le pouvoir politique parce que c'est le pouvoir politique qui est responsable de cette guerre. C'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a perdu, c'est lui qui doit tirer les conséquences. Hitler fait de la défaite française le symbole de la revanche allemande sur la Première Guerre mondiale. Il exige que l'armistice soit signé au même endroit que celui du 11 novembre 1918 et fait placer le wagon à l'endroit exact où il se trouvait. Le général Oetzinger préside la délégation française. Il dicte par téléphone au général Weygand le texte intégral, transmis ensuite au Conseil des ministres à Bordeaux. Tout se passe au téléphone avant la signature définitive de la main de Pétain.
Le 29 juin, le gouvernement s'installe à Vichy dans plusieurs hôtels en zone non occupée. Le 4 juillet, Pierre Laval annonce le projet d'une révision constitutionnelle, motivé par la perspective d'un alignement politique avec l'Allemagne nazie. Pétain a besoin de Pierre Laval qui lui offre la promesse d'un certain soutien dans les milieux parlementaires. Pétain séjourne à l'hôtel du Parc. Il rédige une lettre que Pierre Laval va lire en son nom le jour du vote au casino de Vichy. Par son absence, Pétain se laisse la possibilité de jouer une autre carte en cas d'échec. Il ne veut pas parler à ces gens-là. Il ne veut pas avoir d'entretien avec le Parlement avant de le dissoudre. Il laisse Laval s'occuper de ça, n'est-ce pas ? Je ne veux pas parler à ces gens-là, n'est-ce pas ? Ces gens-là, c'est les parlementaires. Des rumeurs circulent dans Vichy. C'est la peur des troupes de Weygand, la peur des Allemands, la peur des bandes de Doriot. Mais aussi des rumeurs sur des représailles individuelles. Si vous votez non, attention, vous ne dormirez peut-être pas chez vous ce soir. Le pouvoir donné à Pétain a rencontré une résistance minoritaire. 570 voix pour, 80 contre, 21 abstentions. Toute la droite et près des 4/5 des députés et sénateurs de gauche ont voté à Vichy la révision constitutionnelle. Pétain va obtenir les pleins pouvoirs. Pourquoi faire ? Le 10 juillet, il obtient les pleins pouvoirs aux fins de rédiger une nouvelle constitution. Ça veut dire que pratiquement 15 jours après la signature et l'entrée en vigueur de l'armistice, on est déjà dans une révolution politique. Pétain va outrepasser le mandat. On ne l'a pas mandaté pour prendre la totalité des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, ce qu'il va faire. Il considère qu'il doit avoir autorité sur toutes les décisions qui doivent être prises à partir de cet instant-là. Il s'installe dans un rôle de dictateur. Et il commence à 84 ans une carrière de dictateur. La rupture avec la République est passée inaperçue sous le choc de la défaite. Dans les journaux, le terme qui revient est celui d'un suicide politique légitimé par la décision même. Les parlementaires se sont fait harakiri. Il n'y a pas de neutralité possible entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, entre la santé et la maladie, l'ordre et le désordre, la France et l'anti-France, déclare Pétain le 15 août 1940. Les Américains ont été profondément choqués et horrifiés par ce qu'il est advenu de la France. La France bénéficiait d'une très grande considération aux États-Unis. Les Américains pensaient que l'armée française était la plus forte d'Europe, peut-être même du monde. Ils se souvenaient de la Première Guerre mondiale. Et la France, qui avait la réputation d'être un pays puissant, notamment du point de vue militaire, s'est trouvée balayée. Ça a vraiment stupéfait tout le monde. Roosevelt lui-même a été sidéré. Au fond, l'option Vichy était un hasard. Il n'y avait pas de plan dans ce sens parce que, vu de l'Allemagne, c'était une administration militaire classique. Et on ne s'attendait pas à ce que cela fonctionne aussi bien. Mais ce n'était pas très important pour le gouvernement nazi à Berlin. Ce qui se passait en France du point de vue politique n'intéressait les Allemands que dans la mesure où la situation était calme, qu'il n'y avait pas d'émeutes, de résistance ayant une véritable importance militaire. Il est à la tête d'un État, il est à la tête d'une révolution nationale dont il dira lui-même en août 1940 qu'elle s'inscrit, même si c'est la seule fois, il le dit de manière aussi claire, qu'elle s'inscrit dans la lignée des autres révolutions, la révolution italienne, c'est-à-dire le fascisme, la révolution allemande, c'est-à-dire le nazisme, pour mener à terme et à bien le projet de bouleversement des institutions et de la société française, il faut que le gouvernement dispose de sa souveraineté.
pour disposer de sa souveraineté alors qu'il est défait et occupé, il faut qu'il négocie avec l'occupant, d'où la collaboration. Commandeur, à pratiquer l'amitié et l'entraide vis-à-vis de mes camarades des deux guerres, à rester fidèle à la mémoire de ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Vous avez pu constater que je me suis associé au serment de la Légion. Avec vous, je jure de servir la France, tant que mes forces me le permettront. On pourrait expliquer, comme De Gaulle a pu le faire, que la défaite avait une origine militaire. Sauf que ça pose un problème, parce que les militaires, ils sont au pouvoir. Pétain, Weygand, Darlan, compliqué un peu quand même. Hein. D'autant plus que c'est pas dans leur mode de pensée. Pour eux, cette défaite est le signe d'un phénomène long de pourrissement de la société française. J'ai pas besoin d'aller chercher les Allemands, les Italiens ou autres, enfin le modèle fasciste, le modèle nazi. Hein. C'est une thématique qu'on retrouve au moment de l'affaire Dreyfus, qu'on va retrouver encore très récemment dans l'extrême droite française, et qui est en fait une sorte de rejet initial de la Révolution française comme étant source du pourrissement de la société. Et évidemment, il faut trouver les raisons de ce pourrissement, de ce délitement. Ben, les raisons, il y en a un complot, qui est le fait des forces de l'anti-France. C'est pas moi qui utilise ces termes, c'est Pétain. Pétain va stigmatiser les vrais responsables de la défaite. Le juif, le communiste, l'étranger, le franc-maçon. Le régime de Pétain, qu'est-ce que c'est ? C'est un régime fasciste. Qu'est-ce qu'un régime fasciste ? C'est celui qui pratique à la fois le nationalisme, le populisme et le culte du chef. C'est le rapport direct entre les Français, la France et le maréchal. C'est l'autorité qui remonte et qui doit s'exercer de haut en bas, du chef, ici le maréchal Pétain, jusqu'aux profondeurs de la nation, et en tout cas partout en ce qui concerne l'administration de l'État. L'État c'est moi, ben, l'État c'était lui. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous regardez la justice ordinaire qui a continué à fonctionner. Elle avait grandi, les magistrats avaient été formés sous la Troisième République, dans les idéaux républicains, dans les principes de la légalité républicaine. Ils vont immédiatement prêter serment au maréchal Pétain, sans problème. Un seul ne l'a pas fait. Quelle que soit la loi, on l'applique. Et c'est ainsi qu'on a appliqué le plus aisément du monde des lois d'exception, qui par leur nature auraient dû faire horreur. Il n'y a pas eu de magistrat qui ait démissionné du fait de la législation intervenue. Je n'en connais pas. La première mesure contre les Juifs date du 22 juillet 1940, moins de 2 semaines après l'instauration du nouveau régime. Le 3 octobre, Pétain signe le premier statut des Juifs. La surprise a été qu'on ait réussi en aussi peu de temps à mettre en œuvre une répression anti-juive aussi systématique que celle pratiquée en Allemagne ou dans les autres territoires occupés. Et on a vu très tôt que les Français voulaient moins protéger les Juifs étrangers réfugiés que les Juifs français. Et on y a vu l'expression d'un véritable nationalisme basé sur l'idée de nationalité. De ce point de vue, la coopération concernant la politique anti-juive au cours des 18 premiers mois a été très efficace et s'est passée de façon relativement silencieuse. Quand on décortique cette propagande, c'est que bien sûr on trouve des traces de l'antisémitisme, bien sûr on trouve des traces de l'exclusion. Bien sûr, et plus encore, on trouve des traces d'une propagande anticommuniste. Mais le cœur de la propagande de Vichy, c'est le rassemblement. C'est l'idéologie du rassemblement national, autour des valeurs traditionnelles. Travail, famille, patrie, piété, ordre. Les premières mesures du régime ne rencontrent pas d'opposition. Les Français font confiance au sauveur de Verdun, l'homme du recours. Walter Stucky, chef du corps diplomatique suisse à Vichy. La vigueur physique de cet homme presque nonagénaire était stupéfiante.
J'ai participé à des défilés de toutes sortes qui nous fatiguaient, nous, simples spectateurs, et qu'il supportait comme personnage principal actif, sans signe apparent de lassitude. Intellectuellement, il était d'une lucidité et d'une fraîcheur étonnantes. Il pouvait être spirituel et même mordant. En général, il était très séduisant. Quand on pense aux dirigeants charismatiques, ce sont des dirigeants qui ont quasiment un pouvoir magique pour régler les problèmes. Et on attribuait à Pétain certains pouvoirs magiques. Lorsqu'à l'automne 40, il se rend à Marseille, à Lyon ou à Clermont-Ferrand, il mobilisait des foules très nombreuses. C'était une relation très forte dans les années 40-41 entre Pétain et l'opinion publique, surtout en zone libre. Il était sacré. On pouvait critiquer le gouvernement, et Pétain, rarissimes étaient ceux qui mettaient en cause son patriotisme, sa clairvoyance, sa volonté de sacrifice au profit de la nation. À Monsieur le maréchal Pétain. Je jure obéissance et fidélité à la personne du maréchal, à son programme, à sa doctrine d'une inspiration si profondément chrétienne. Je jure de m'imposer et d'imposer autour de moi les sacrifices que comporte la situation tragique de la France et de faire des miens des Français attachés à la prospérité de la famille et à la grandeur de la patrie. Le nouvel ordre moral est une préoccupation majeure de Pétain et d'une large partie de la population française. Son gouvernement reprend des idées venues des associations familiales et des organisations de jeunesse catholique en les durcissant. Il s'agit de former une jeunesse saine et unie contre la dissolution des mœurs, de former les chefs de demain. Les principes viennent du catholicisme social, du scoutisme, du fascisme. Pétain s'adresse à la jeunesse. L'atmosphère malsaine dans laquelle ont grandi beaucoup de vos aînés a amolli leur courage et les a conduits à la pire catastrophe de notre histoire. Pour vous, engagés dès le plus jeune âge dans les sentiers abrupts, vous apprendrez à préférer aux plaisirs faciles les joies des difficultés surmontées. Cher maréchal, je vous envoie, cher grand-père, une fleur. C'est bien peu. Si j'avais pu vous porter une gerbe, j'aurais été bien plus contente. Mais je ne peux pas faire ce voyage, cela coûte trop cher. Je vous quitte, cher grand-père, en vous embrassant bien fort, votre petite fille pour toujours. Mon cher enfant, j'ai reçu la lettre par laquelle tu me fais savoir que tu as profité de mes conseils. Persévère dans tes efforts, travaille bien et sois loyal. Tu feras plaisir à tes parents et à tes maîtres. Donne-toi pour règle d'accomplir scrupuleusement la tâche de chaque jour. Ainsi tu rendras service à toi-même et à la France. Ce qui était intéressant pour les Allemands, et c'est le seul moment où Pétain accède à une certaine notoriété, c'est Montoire. Cela revêt un caractère symbolique en Allemagne, même si, à ce moment-là, la France est tellement faible, une quantité négligeable aux yeux des Allemands, que cet événement n'a pas un très grand retentissement. Mais que le grand général de la Première Guerre mondiale échange une poignée de main avec le plus grand Führer de tous les temps, ceci a eu une certaine importance. Pétain dit « je fais le choix de la collaboration », et là c'est le choc dans l'opinion. Ils ne comprennent pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Quand même, Pétain, c'est le vainqueur de Verdun, maréchal. Qu'est-ce qu'il va faire là, à serrer la main d'Hitler qui est notre ennemi? Et donc on a, alors même que c'est un moment de grande dévotion envers le maréchal, on a une remise en cause qui commence à diffuser, ou en tout cas des interrogations. Pas une remise en cause, des interrogations.
Le 13 décembre 1940, le vice-président du Conseil, Pierre Laval, est mis dehors par Pétain, mis dehors de son gouvernement. Eh bien, les Français se disent, mais voilà, on a compris. À Montoire, Pétain a serré la main à Hitler, mais c'était une habileté très française. Comme ça, en apparence, on lui serre la main, on est son copain, on est son ami, on va travailler ensemble, mais c'est pour mieux préparer la mise à l'écart de celui qui est le symbole de la collaboration. Et donc les Français disent, mais voilà, on a retrouvé Pétain, on a compris ce mélange de filouterie et puis d'opposition à l'occupant. Or, Pierre Laval avait la main sur les négociations avec les Allemands. Et c'est la raison pour laquelle Pétain l'expulse. C'était lui le chef de l'État. C'était pas Laval à mener à Paris des opérations avec Déa et les Allemands et à l'amener à Montoire, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc il en a voulu énormément à Laval de lui avoir en quelque sorte volé le primat de la négociation de ce fameux retournement d'alliance qu'il voulait incarner lui-même. Et Hitler, il voit un affront, puisque c'est Laval qui pour lui incarnait la collaboration. Pétain comprend bien ça, il veut s'en expliquer, il écrit à Hitler une lettre que j'ai retrouvée, qu'il n'a pas envoyée, mais qu'il a écrite de sa main, où il explique que Laval est un obstacle à la collaboration franco-allemande et que par conséquent il l'a renvoyé pour ces raisons. Or, c'est pas du tout pour ces raisons qu'il l'a renvoyé. Il l'a renvoyé parce qu'il lui faisait de l'ombre et parce que sous Laval, il n'apparaissait plus, lui, Pétain, que comme la potiche dont Laval avait parlé plusieurs fois en disant « on va prendre Pétain, on en fera une potiche ». Donc, c'est par vanité, en quelque sorte, qu'il a opéré de cette façon. Or, tous les Français ont cru qu'il renvoyait Laval parce qu'il était hostile à la collaboration. Les Allemands vont dire « oh là là, c'est un acte qui est une offense envers l'occupant, il faut réagir très fortement ». Et d'ailleurs, Abetz, qui est l'ambassadeur, va débarquer à Vichy, va taper du poing sur la table, enfin ça va très mal se passer. Il va obtenir de fait la montée en puissance de Darlan, mais on sait en même temps que c'est un calcul pour les Allemands. Ça leur permet d'obtenir davantage dans les négociations qu'ils vont avoir avec Pétain. Si on étudie la politique allemande à cette époque, on voit que le régime de Vichy essaie constamment d'expliquer à Hitler que la France peut être plus utile dans ce nouveau système continental si elle a un peu de marge de manœuvre, de liberté, si les conditions de vie pour les Français sont un peu moins dures. Et on a donc toutes ces offres qui sont faites aux Allemands, les plus importantes étant les protocoles de Paris, négociés par Darlan en mai 1941. Selon les termes de ces protocoles, les Allemands obtenaient l'accès à un certain nombre de ports importants, comme Bizerte et Dakar. Et en contrepartie, ils devaient rendre la vie plus facile aux Français en ouvrant la ligne de démarcation, en autorisant les déplacements entre les zones. Et ces accords proposés à l'Allemagne nazie, d'abord par Laval, puis de façon plus explicite par Darlan, Hitler n'y a jamais répondu. Il n'a jamais vu en la France un partenaire, mais seulement une source de butin. Croyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. L'épreuve est dure. Beaucoup de bons Français, et parmi eux les paysans et les ouvriers, l'acceptent avec noblesse. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes, les hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. L'empire colonial est une obsession personnelle du maréchal Pétain. Il garde toujours sur lui une carte de l'empire où sont tracés les progrès de la dissidence, celle du général de Gaulle. Il maintient une très forte pression sur les gouverneurs qui reçoivent télégramme sur télégramme, leur demandant de réaffirmer leur fidélité. Le ministère des Affaires étrangères et celui des colonies
ne cesse de demander aux Allemands, en 1941 pour la Syrie et en 1942 pour Madagascar et l'Algérie, « Donnez-nous des moyens supplémentaires. Permettez-nous de défendre nos colonies contre les Anglo-Américains. » C'est une reproduction de la Révolution nationale, y compris les textes de loi contre les Juifs. Il y a des épurations, et surtout, dès qu'un signe de flottement apparaît, Pétain limoge. La BBC est complètement contrôlée par le gouvernement britannique. En janvier 1941, la BBC décrit Pétain comme le fer de lance de la résistance passive. On pourrait dire que c'est plus un vœu pieux qu'une réalité. Il n'empêche que, comme je le disais, il y a cette idée que Pétain est populaire. L'ambassadeur des États-Unis, Leahy, note le 12 août 1941. Nous avons assisté, ma femme et moi, à la représentation de Boris Goudounov à l'Opéra de Vichy. Entre deux actes, un événement inattendu et assez dramatique, un discours radiodiffusé du maréchal Pétain. En écoutant, j'eus le sentiment que Hitler aurait pu écrire ces phrases. Les spectateurs étaient debout pendant la durée de ces déclarations. Les applaudissements furent assez modérés. Pétain a tout fait pour bien montrer que ses vrais amis, c'étaient les Américains. Et pour ça, il aimait se promener avec l'ambassadeur des États-Unis, ce qui ne veut pas dire que Leahy fut dupe, car Roosevelt n'avait désormais que mépris pour la France. Et quand il envoie Leahy à Vichy, c'est avec l'instruction d'être très attentif et bien méfiant sur le comportement que peut avoir Pétain dans ses rapports avec les Allemands. Ensuite, Roosevelt, inversement, a une hostilité évidente pour De Gaulle et les gaullistes qu'il peut y avoir à New York. Il va en quelque sorte, non pas devenir vichiste, mais n'avoir que suspicion vis-à-vis des actions de De Gaulle. Donc, la position de Roosevelt vis-à-vis de la France est assez étrange, parce que d'un côté, il est anti-gaulliste comme c'est pas possible, et d'un autre, il n'a pas de sympathie spéciale pour Pétain. En janvier 1942, la concentration de l'effort de guerre nazi contre l'URSS entraîne une radicalisation de la guerre totale. Les relations se tendent entre Vichy et le Reich. C'est dans ce contexte que, sans aucune pression de l'occupant et contre l'avis des États-Unis, Pétain rappelle le 18 avril Pierre Laval au pouvoir. Pétain n'a aucune affection pour Laval, mais il couvre sa politique de son autorité. Il assure qu'il est main dans la main avec lui et que les ordres de ce dernier sont comme les siens. Laval prend cette fois très nettement le dessus sur Pétain. Il devient chef du gouvernement, s'attribue le ministère de l'Intérieur, les Affaires étrangères et la propagande. Il obtiendra les pleins pouvoirs au moment de l'invasion de la zone libre par les Allemands. Monsieur, je tiens à vous écrire pour vous dire le dégoût, l'horreur, l'indignation qu'éprouvent à l'égard des iniquités, des spoliations, des mauvais traitements de toutes sortes dont sont actuellement victimes nos compatriotes israélites, tous les bons Français et spécialement les catholiques. J'ai eu de fréquents rapports avec des Juifs de toute nation, et j'ai toujours trouvé en eux non seulement des esprits ouverts, mais des cœurs généreux et délicats. Je suis fier d'avoir parmi eux beaucoup d'amis. Paul Claudel, ambassadeur de France. Les Allemands décident la déportation systématique des Juifs d'Europe. Là, il y a une négociation qui va se faire entre Laval et les Allemands, et de cette rencontre va naître une forme de collaboration des polices et de collaboration étatique dans la mise en œuvre de la solution finale.
Pas seulement depuis 1942, ça a commencé 6 mois plus tôt, en ce sens que la partie française était prête à sacrifier d'abord les Juifs étrangers, puis les Juifs français, en espérant recevoir en échange un certain calme pour la majorité de la population. La proportion des Juifs qui ont réellement été déportés varie entre 30 et 70% selon les pays. Et les causes de ces disparités tiennent au degré de coopération, de collaboration avec l'Allemagne. L'Allemagne n'avait pas les moyens ni les ressources policières pour organiser ces déportations de masse gigantesques. Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les Juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. Cependant, d'autres Juifs courent encore et hélas continuent. Nantis de faux papiers et de certificats de baptême truqués, ils sévissent à Marseille, à Aix-les-Bains, sur la Côte d'Azur, nouvelle terre promise des Juifs qui spéculent sur la France nouvelle. Véritable défi à la misère du peuple, ces Juifs étalent leurs richesses volées et vivent comme avant, insensibles bien entendu au malheur d'un pays qui n'est pas le leur. Mais tout aura une fin. Au détriment de la jeunesse française, cette race étrangère avait accaparé toutes les places importantes. Ces places sont libres, elles reviendront à la jeunesse française. Laissons là le regret du passé. Faisons confiance au maréchal qui nous a montré la route et qui a accompli les premiers gestes libérateurs en édictant le statut des Juifs. Les informations qui viennent des ambassadeurs officiels nous amènent à conclure que Laval et Pétain savaient qu'à l'arrivée, il y avait massacre de masse. À partir de janvier 1943, il n'y a plus d'ambiguïté. Et pour moi, on revient sur Laval. Mais Pétain savait aussi. Pour moi, le document le plus terrible dans cette affaire-là, c'est la traduction qu'on a du compte-rendu allemand qui est fait d'une rencontre entre Laval et Auberg. Et ça s'appelle Convention de langage. Et là, c'est terrible. Pourquoi ? Parce que Laval dit, là, je ne peux plus fournir. Je ne peux pas parce que l'opinion a bougé, que j'ai l'Église maintenant contre moi, je ne peux plus. Donc on va essayer d'espacer. Puis par ailleurs, j'ai mes ambassadeurs qui me demandent ce que deviennent les Juifs que je vous livre. Sauf que c'est pas ça qui est écrit. C'est pas ce que demande Laval. Laval ne demande pas à Auberg que deviennent les Juifs que je vous livre. Il dit que dois-je répondre à ceux qui me demandent ce que deviennent les Juifs que je vous livre. Il a été convenu que on répondrait qu'ils sont envoyés au sud de la Pologne dans une réserve pour le travail. Il a été convenu que. Que savait Pétain de cela ? On n'a pas de traces précises, sauf qu'il a été destinataire de tous les rapports. On a ouvert au début 300 000 lettres par semaine en zone sud, 1 million ouvertes chaque semaine de la mi-43. La collaboration, vous êtes contre. 75, 80% contre. Le ravitaillement, catastrophique. L'aval, très mauvais. Que pensez-vous du maréchal ? Oh, ça c'est bien le maréchal. Et cette surveillance-là témoigne de quoi ? C'est qu'à l'été 42, devant les rafles, les Français vont marquer une totale réprobation vis-à-vis de cette politique. En ce temps de Noël, les chrétiens pensent avec émotion au don que le peuple de Dieu a fait à l'humanité. Et ils savent bien que si l'enfant Jésus revenait vivre en France, c'est au camp de Drancy qu'il voudrait demeurer avec ses frères malheureux. Ces sentiments me poussent à vous prier d'accepter l'expression de la douleur et de l'indignation que j'éprouve, comme chaque catholique, à la pensée des persécutions hideuses dont nos frères d'Israël sont victimes sur notre sol.
De Gaulle rentre d'Alger. On l'informe du débarquement 1 ou 2 jours avant. Il y a une très forte tension parce que Churchill sait que les Américains sont favorables à un gouvernement militaire. Ils ont frappé une monnaie française qu'ils veulent imposer au pays et Churchill dit à De Gaulle « Si je devais choisir entre De Gaulle et Roosevelt, je choisirais Roosevelt. Et si je dois choisir entre la France et l'Amérique, je choisirai toujours l'Amérique. » Il veut espérer que Pétain fasse ce qu'il faut faire pour ramener une France unie dans le camp allié. Les Alliés débarquent en Afrique du Nord le 8 novembre 1942. Les Allemands envahissent le 11 la zone sud de la France. Pétain interdit à ses conseillers de rejoindre Alger. Sa décision déçoit de nombreux Français, encore persuadés d'un double jeu secret du maréchal. On sait que Roosevelt a laissé les autorités locales, c'est-à-dire les autorités de Vichy, gouverner l'Afrique du Nord. Il n'a pas essayé de mettre en place un gouvernement militaire, il n'a pas démantelé la révolution nationale en Afrique du Nord, y compris les lois antisémites. Roosevelt était prêt à s'accommoder de la présence de Vichy en Afrique du Nord, et d'ailleurs, il a été vivement critiqué pour cela. On sait que Pétain n'est pas parti. Ce qu'on sait mal, c'est que Pétain n'avait jamais pris l'avion. Et que Mme Pétain avait horreur de l'avion. Elle faisait peur. Si Pétain avait pris l'avion, au moment où il apprend que les Allemands sont en train de franchir la ligne, et qu'il avait gagné l'Afrique du Nord, l'Algérie française de cette époque était très maréchaliste. Il aurait été reçu par des acclamations. Lui aurait été immédiatement reconnu comme l'interlocuteur légitime. Et que serait-il advenu du général de Gaulle? Comment les choses se seraient passées entre la France libre de Londres et une Afrique du Nord ralliée à Pétain? En 1943, les Allemands imposent au gouvernement de Vichy la mise en place du service du travail obligatoire. Les Français sont les seuls d'Europe à être contraints par leur propre État de travailler pour l'Allemagne. Cette situation entraîne un engagement plus fort dans la résistance. La montée de la milice a été un des tournants de la vie des Français qui résistaient. Il ne faut pas oublier qu'il y avait bien une légion des combattants qui défendaient le régime, mais ce n'était pas un parti politique. Et la milice a été la transfiguration de cette légion en une organisation politique dure, fascisante, puisque Darnan a même prêté serment devant Hitler. Pourquoi Pétain a-t-il accepté cette formation et ce durcissement? Darnan, c'était le héros de la guerre de 14, d'une part, et c'était le bon soldat obéissant, en qui il avait confiance et sur qui il avait mainmise. Et il se disait, avec Laval, je suis jamais en confiance, je trompe toujours, il me dessaisit du pouvoir pour l'exercer lui-même. Darnan, c'est un contre-pouvoir qui me permet de tenir Laval. Et lorsque, en 1944, Pétain reproche à la milice ses excès, il convoque Darnan, Pétain le tense un peu, mais gentiment, parce qu'il aime son Darnan. Et Darnan lui répond, mais monsieur le maréchal, je ne fais qu'obéir à vos ordres. C'est en surveillant les résistants que je fais ce que vous avez demandé. Et Pétain ne sait pas quoi répondre, parce qu'effectivement, c'est la lutte contre la résistance, c'est Pétain qui l'a ordonnancé. Dans les derniers mois, Pétain ne joue plus aucun rôle, mais il ne démissionne pas. Il couvre de son autorité et de son silence la collaboration et les atrocités de la milice française qui met en place les cours martiales. À 88 ans, Pétain est ovationné à Paris en avril 1944.
Je viens vous faire une visite. Je ne peux pas m'adresser à chacun de vous en particulier. C'est impossible, vous êtes trop nombreux. Je pense à vous beaucoup. Mais soyez sûrs que dès que je le pourrai, je viendrai. Et alors ce sera une visite officielle. Alors, à bientôt, j'espère. Ce qui se passe en juin 1944, alors que la guerre a recommencé sur le sol français, Pétain leur dit c'est pas notre guerre, ça ne nous concerne pas, restez tranquilles. Parole évidemment à la fois incroyable mais qui tombe dans le vide à ce moment-là, mais surtout de quoi ont peur les Français. Lorsqu'ils voient, ils sentent approcher la fin de l'occupation allemande, ils ont peur de la guerre civile. Et que représente Pétain, encore et toujours? L'idée que peut-être il va stabiliser, représenter une solution qui permettrait d'éviter ça. Paris a été libéré, la France a été libérée. Un nouveau gouvernement s'est installé, même s'il est encore provisoire. Il continue d'estimer qu'il incarne la légitimité française. L'histoire a changé complètement. À 180 degrés, l'histoire a changé. Et lui, il est resté au milieu en disant « cette guerre ne nous concerne pas ». Il est désemparé. C'est un moment même où il a voulu faire appel à De Gaulle. Son rêve, ce serait que le bâton de maréchal à la main et De Gaulle sur un cheval blanc, il lui cède le pouvoir. Donc il entreprend d'aller faire rencontrer De Gaulle pour cette passation d'honneur. Mais De Gaulle ne veut rien savoir. Pétain assiste à une dernière levée des couleurs, à Vichy, où la foule est venue plus nombreuse que d'habitude. Dans leur débâcle, les Allemands emmènent Pétain à Sigmaringen dans l'hypothèse de reformer un gouvernement. Les gens qui sont en Allemagne, à Sigmaringen, au fond, ont toujours jugé, car là ce sont des vrais fascistes, que Laval avait été un traître. Déa, Doriot et quelques autres font la cour à Hitler pour qu'il nomme l'un d'eux à la relève de Pétain et de Laval. Or, Hitler ne veut pas. Il n'a jamais voulu parce que d'abord, il pense que c'est bien plus commode pour lui d'avoir Pétain à la tête du gouvernement français, alors que si c'est des fascistes, ce sera clair. Et deuxièmement, il ne faut jamais oublier que Hitler est un raciste, et il veut que ce soit l'Allemagne, et l'Allemagne seule, qui en quelque sorte conduise le sort de l'Europe. Il règne un mauvais climat au château. Pétain mange seul avec son épouse ou avec son médecin Ménétrel. Il mange beaucoup, prétextant « j'ai mal à l'estomac », alors pour mieux supporter mes douleurs, il me faut beaucoup manger. Pétain reste 8 mois à Sigmaringen. Laval vit dans ses appartements et Pétain aux étages supérieurs pour éviter de le rencontrer. Vers la fin, les relations sont tellement mauvaises que les Allemands déplacent Laval pour le mettre dans un autre château à 15 km. Entre-temps, les accords de Yalta sont signés. L'URSS, l'Angleterre et les États-Unis se concertent sur le sort de l'Allemagne et du Japon, dont la défaite ne fait plus aucun doute. Le 23 avril 1945, Pétain part en Suisse avec l'accord des Allemands. Le gouvernement français, en particulier le général de Gaulle, aurait préféré que le maréchal Pétain reste en Suisse.
On s'est imaginé à un moment un scénario où la Suisse le retiendrait un peu comme une sorte de réfugié politique, et que donc, au fond, on éviterait le procès. Avant qu'il ait Maître Izorni et d'autres avocats désignés d'office, tout seul, il a rédigé 2-3 feuillets pour dire les lignes de sa défense. Et ces lignes, pour un homme si âgé, qu'on se plaît à dire gâteux, sont d'une lucidité politique extraordinaire. Il sait ce qu'il faut ne pas dire, et il sent parfaitement ce qu'est une opinion publique. Et dans la salle où il est jugé, il ne commet pas de grave erreur. Et il pense qu'en restant tapi, ça c'est sa vieille formule, restons dans notre trou, n'est-ce pas, à Verdun. Et vous, Français, restez dans votre trou s'il y a un débarquement. En restant tapi, il fera comprendre qu'il a sauvé les Français. À partir du moment où il établit sa défense par écrit et où il la communique ensuite à ses avocats, il déclare qu'il ne dira plus rien. À l'audience du 27 juin, Léon Blum a ces mots. « Je connais Laval, mais je ne connais pas le maréchal. Oui, il y a en lui un mystère que je ne peux pas pénétrer. Oui, je ne peux pas m'expliquer à moi-même d'une façon satisfaisante quels ont été les mobiles vrais de ces actes. » La Haute Cour de justice déclare coupable Philippe Pétain, notamment d'intelligence avec l'ennemi et de haute trahison. Il est condamné à mort et frappé d'indignité nationale. À la fin du procès, Pétain se dépouille de son uniforme de maréchal avant d'être incarcéré. Accomplissant le vœu de la Cour, le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, commut sa peine en détention à vie. Pétain ne s'attendait pas à la condamnation. Il voyait bien que dans le contexte, ses idées avaient perdu. Politiquement, il avait perdu. Que les choix qu'il avait faits, ce n'étaient pas forcément ceux auxquels l'histoire avait donné raison, mais quelque part, la conviction d'avoir eu raison était telle qu'il ne pensait sans doute pas être condamné, pas à la peine maximale, pas avec tous les déshonneurs qui vont avec cette condamnation. Et il a le souvenir de tous ces cadeaux, de cette avalanche d'honneurs, d'hommages, de reconnaissance d'une France souffrante qui s'en est entièrement remise à lui. Et en 1945, il est devant des juges. Et là, je pense qu'il y a une sorte d'incompréhension. Chaque fois qu'il y aura une mesure prise en sa faveur pour alléger en quelque sorte sa détention, il croit que c'est grâce à De Gaulle. Il le dit à son geôlier et il en est persuadé. C'est son fils aimé, c'est le fils qui a rompu avec lui. Et il a rompu avec son fils. Alors il y a un autre fait qui m'a frappé pendant la captivité, c'est le sentiment que Pétain a que les Français ont jugé qu'il était un traître. La vieille amie qu'il comptait épouser, Mella, un jour Mella est venue le voir, Izorni, et Izorni a été voir le maréchal, il lui dit « Monsieur le maréchal, j'ai vu Mella ». Et Pétain lui répond seulement « Est-ce qu'elle vous a dit que j'étais un traître ?» Pétain meurt le 23 juillet 1951. Le gouvernement Auriol refuse son souhait d'être inhumé à Douaumont avec les soldats de Verdun. Il est enterré à l'Île-Dieu dans son uniforme de maréchal de France. I'm one of those people who thinks that you could have
Je suis de ceux qui pensent qu'un mouvement nationaliste extrémiste pourrait revoir le jour si la situation est suffisamment grave. Les mouvements fascistes que nous connaissons ne sont pas arrivés au pouvoir par la force. Ils ont été appelés au pouvoir par des gouvernements en place qui étaient au bout du rouleau, qui ne savaient plus quoi faire. On peut imaginer un pays si mal gouverné que l'élite appelle au pouvoir un parti nationaliste extrémiste. On n'utiliserait pas le terme de fascisme parce qu'il est trop connoté. On le nommerait autrement, on appellerait ça renaissance de notre pays, par exemple. On trouverait certainement une appellation, un qualificatif, tout comme un bon publicitaire trouverait une étiquette appropriée à la société de consommation. On ne parlerait pas de fascisme, mais ça y ressemblerait. Je crois qu'il est bon de faire preuve d'une certaine humilité quand on porte un regard sur l'histoire d'un autre pays. Ce qui me frappe quand on parle de Pétain, c'est ce qui peut arriver à un pays traumatisé lorsqu'il est frappé par quelque chose d'épouvantable et à quel point les gens peuvent s'avérer prêts à abdiquer leur identité politique. Dans quel pays l'identité républicaine était-elle plus forte qu'en France? Et pourtant, elle a été balayée du jour au lendemain. On peut faire la comparaison avec les États-Unis après le 11 septembre. Finalement, qu'est-ce que les États-Unis n'auraient pas été prêts à abdiquer après le 11 septembre? À mon avis, on a fait beaucoup de concessions sur les libertés politiques aux États-Unis, sur la position des États-Unis dans le monde, sur les valeurs représentées par l'Amérique dans le monde. Et il faudra des années pour restaurer ces valeurs. Ce n'est pas tout à fait comparable, bien sûr. Mais ce qui m'impressionne et même me fait peur, c'est d'observer à quel point une communauté nationale traumatisée est capable de tout, jusqu'à se détruire soi-même, se mutiler elle-même, et cela peut demander des années pour s'en remettre. S'il y a une morale que je peux tirer de l'histoire de Pétain, ce sont les actes effrayants qu'une communauté nationale peut commettre en cas de traumatisme.